Fin 2006, des étrangers disparaissent dans la région de Toulouse. Ils ont été enfermés dans ce centre de rétention administrative qui vient d'être construit près de l'aéroport de Blagnac. Objectif, les renvoyer de force dans leur pays d'origine. Aussitôt, des chrétiens décident de protester. C'est le début d'un mouvement qui dépassera les frontières et prendra une forme tout à fait inédite en France. Une fois par mois, depuis plusieurs années, Jean-Pierre parcourt une 50aine de kilomètres pour y participer. Cette incarcération des gens dans les centres de rétention et la trouille qu'il doit y avoir chez eux d'être reconduits, ça m'a paru tellement inhumain comme situation, tellement injuste que bon, ça m'a révolté. Je me disais qu'à notre époque, dans notre pays qui se dit pays civilisé, c'était intolérable. Ben, je vais dire que je suis un homme parmi les hommes et que cet homme-là, solidaire de ceux qui sont refusés, de ceux qui sont chassés, etc., est là pour témoigner pour eux. Comme Jean-Pierre, ils sont entrés en résistance, avec pour seule arme le silence et la non-violence. Ils se sont donné un nom, Cercle de silence. Depuis 2007, à l'initiative des frères franciscains, ils se réunissent une fois par mois pendant 1 heure sur la place du Capitole à Toulouse. C'est le centre du gouvernement de la ville. Et dès les débuts, nous hésitions. Et moi j'ai dit, ne soyons pas mesquins. Nous avons un message qui est à l'ensemble de la population et aux dirigeants. Eh bien, installons-nous sur la place du Capitole. Même si c'est un silence qui crie. Ce cri silencieux, ils sont nombreux, dès l'origine, à l'avoir partagé. Chrétiens ou agnostiques, membres d'associations de soutien aux étrangers ou simples passants. Notre premier but, c'était sensibiliser des personnes et leur dire « c'est à votre porte ». Et voici ce qui se fait en votre nom. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ce que nous pensons être des crimes en votre nom? Je trouvais ça totalement novateur. Je me suis dit, non mais là, mon problème, mais comme le problème de pas mal de gens qui, comme moi, travaillent auprès des étrangers, notamment des étrangers enfermés, c'était comment arriver à faire parler de ça, quoi. Comment faire parler de ça. Les gens, quand on leur parlait de centre de rétention, on disait centre de détention, on ne savait pas ce que ça voulait dire rétention. Les gens étaient très peu informés de ça. Donc effectivement, lorsqu'ils me disent, on a quelque chose à te proposer, tout de suite je vois que c'est complètement novateur, que ça ressemble à rien de ce qui s'est fait auparavant, et je dis banco, moi si je peux vous aider, on y va. Pour moi, la vertu du silence, c'est de permettre aux uns et aux autres de peut-être de se réenraciner dans l'humanité. On n'est pas dans le slogan, on n'est pas dans les raccourcis. On sait que la situation est compliquée, mais ce que nous, on pense juste de faire, c'est de dire on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir pourquoi ces gens ont pris la décision de migrer et de venir chercher un espace de paix parmi nous, quoi. Nous considérons le migrant, avant toute chose, comme un frère en humanité. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est très solidaire, ça reflète vraiment ce que pensent les vrais Français. Ça montre vraiment la vraie dignité. C'est très touchant. Là, je vis mes sacrements, on va dire ça.
le baptême, la communion avec les autres et surtout l'accompagnement des étrangers enfermés dans un centre de rétention est quelque chose qui nous interpelle fortement en tant que chrétiens et en tant qu'hommes. C'est un silence qui interpelle l'essentiel, c'est-à-dire que nous estimons que la première richesse du monde, c'est l'homme. Des barbelés, 120 caméras, voici le point de départ de leur indignation. Des centres de rétention comme celui de Toulouse, il en existe 24 en France. Près de 50 000 sans-papiers ont été enfermés dans ces centres l'an dernier. Être sans-papiers n'est plus un délit depuis 2012. Officiellement, ce ne sont donc pas des prisons. C'est ici que travaille Léo Claus. Il accompagne les migrants au quotidien. Après 48 heures, plus aucun recours possible. Il est impuissant. Moi, je dirais que c'est une prison pour étrangers. C'est une prison pour étrangers. Donc, je sais que l'administration tient à ce qu'on fasse la différence entre détention et rétention. Moi, j'en vois pas vraiment beaucoup. Et rafler des personnes pour les emmener, les mettre dans un lieu, en les privant de liberté, c'est une prison pour étrangers. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ils ne peuvent pas accepter cette injustice. Ils le vivent vraiment comme une injustice qui fait qu'à un moment donné, on les prive de liberté simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. Je fais du social, je fais du psychologique, simplement un rôle d'écoutant à des personnes qui sont des fois en grande détresse, qui tentent de mettre fin à leur jour, qui ont des actes d'automutilation, qui se font mal pour appeler à l'aide, c'est-à-dire qui vont arrêter de manger, arrêter de se nourrir, et voilà. Et c'est d'essayer de garder ces personnes un peu la tête hors de l'eau en leur disant que c'est dur, c'est difficile, tout s'arrête pas là non plus, que la vie n'est pas terminée et qu'il faut continuer à lutter. Désormais, un peu partout en France, ils peuvent compter sur un nouveau soutien. Pourquoi tant d'hommes et de femmes fuient-ils maintenant? Où peuvent-ils trouver refuge en Europe? Et après? Quels seront les prochains foyers de conflit dans le monde? Beaucoup de gens en sont arrivés à un stade où ils se disent « Je n'ai pas d'autre choix que d'aller en Europe ». On est tous des veilleurs, c'est comme ça qu'on se définit au cercle de silence. Ouais, veilleurs. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire quand on est présent pendant 1 heure depuis, combien maintenant, 7 ans et demi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Pour attirer l'attention des gens, pour que les gens se posent des questions, pour essayer de susciter des échanges. Qu'on essaie de ne pas s'habituer. Parce qu'en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on s'habitue, même nous. Je veux dire, quand on a commencé, si on nous avait dit qu'on allait voir ce qu'on voit aujourd'hui, on ne l'aurait pas cru. Ça n'arrête pas de... Enfin voilà, tout le monde en est conscient, enfin quand même que ça s'aggrave. Et en fait, on ne réagit pas plus, quoi. On est là. Ces centaines et ces milliers de morts en Méditerranée... et ailleurs, parce que la Méditerranée, c'est un symbole, mais c'est dans les wagons frigorifiques, c'est sous les roues des camions, c'est enfin, partout, quoi. C'est descendu par balle aux frontières, enfin bon, tout ce qu'on sait, les gens qui se suicident aussi pour échapper au contrôle de police, enfin, il y a 1000 façons de mourir. Ça ne nous parle pas beaucoup, à nous, apparemment, comme si, effectivement, c'était pas tout à fait la même catégorie d'humains que nous, quoi. C'est juste que c'est complètement un hasard si c'est pas un mois qu'on le fait. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est parce qu'on on a du pot d'être tombé ici. C'est juste ça. Au nom de quoi? Je veux dire, pour moi, la Terre, c'est un village, quoi. Pour faire bouger les choses, Marie-Odile passe ses soirées à mobiliser les troupes. Pétitions, accueil de sans-papiers, aide d'urgence. Elle a tout de suite été séduite par l'initiative des franciscains de Toulouse. Le cercle de silence est pour elle un moyen d'action privilégié.
Moi qui étais déjà complètement impliquée dans l'histoire de sans-papiers, quand j'ai entendu, ça devait être en lisant l'article du Monde, qu'à Toulouse, je me suis dit, c'est génial ce truc, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est formidable. En plus en cercle, parce que le symbole du cercle, moi j'aime beaucoup, parce que le cercle, c'est, on est tous à égale distance du centre. Et donc je trouvais ça absolument génial. En mars 2008, face au Conseil d'État, le premier cercle de silence de Paris se réunit. Il rassemblera jusqu'à 250 personnes. Certains manifestent pour la première fois. Le cercle de silence a amené quelque chose qui était de l'ordre de la non-violence, de l'appel à la conscience, et qui justement décalait les choses. Et en décalant les choses, pouvait aussi amener d'autres personnes à se mobiliser pour les sans-papiers. Les chrétiens sont très engagés sur le terrain sur la question des sans-papiers et des migrants, souvent par un accompagnement individuel, mais finalement sont souvent assez peu présents dans les manifestations. Et cette forme-là, parce qu'elle a une forme liturgique, parce que le silence rappelle la prière, était une forme qui permettait et qui permet à ces réseaux chrétiens de manifester sous une forme qui leur correspond et qui leur correspond profondément. L'image qu'utilise Jésus, c'est l'invitation à être du levain ou à être du sel. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose en termes de rapport de force, mais de choses petites et qui transforment. Le levain transforme la pâte, fait lever le pain et transforme sa nature. Le sel donne plus de goût aux choses. Et c'est sans doute leur rôle à des moments où des sujets sont mis de côté, sont oubliés, des humains ne sont plus considérés et on a oublié qu'ils étaient humains, d'alerter et d'être justement quelque chose de peut-être plus petit, mais qui interpelle les consciences à des moments où ces consciences sont endormies. Tu me dis, on va regarder les textes. Hein. Aujourd'hui, Marie-Odile l'agnostique retrouve Mireille, catholique engagée comme elle dans le soutien aux sans-papiers. Elle prépare le prochain cercle de silence. Ah oui, c'est vrai, il y avait des images. Tiens, il y a le tri sélectif des migrants. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien, je trouve ça génial. Ouais. Dans ton école, il y a des étrangers? Non, il n'y a que des enfants. Là, en fait, on les met les deux côte à côte, qu'en penses-tu? J'avais fréquenté un jeune protestant qui m'avait laissé cette phrase de la Bible, « Qu'as-tu fait de ton frère ?»« Qu'as-tu fait de ton frère ? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. » Et ce souci de Dieu pour celui qui est injustement tué, blessé, persécuté, c'était quelque chose qui m'avait impressionné. Et pour moi, que Dieu appelle à ce qu'on se préoccupe de notre frère comme si c'était nous-mêmes, bon, ce qui est tout l'enseignement de Jésus, ça valait vraiment la peine de prendre ça au sérieux et de se poser des questions sur soi-même, sur qu'est-ce qu'on en fait, enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces interpellations-là. Depuis 7 ans et demi, tous les 3e vendredis du mois, Mireille est fidèle au poste. Ici, comme à Toulouse, ils ont choisi un lieu très symbolique. Quand on a démarré le cercle, on s'est mis d'accord sur ce lieu, place du Palais Royal, qui est devant le Conseil d'État. Pourquoi le Conseil d'État ? Bien parce que c'est là que s'écrivent les textes législatifs qui régissent la loi, et en particulier la loi sur les immigrés et sur les migrants. C'est arrivé qu'une personne qui sortait de ce lieu vienne nous trouver en nous disant « On vous observe de là-haut et c'est bien ce que vous faites ». Cette manifestation est essentiellement non-violente. À travers la non-violence, je crois qu'il y a fondamentalement un profond respect de l'autre qui est différent, de l'autre qui éventuellement est un adversaire. Mais ce mode de manifestation qui ne conduit pas à aller de façon
plus ou moins agressive, essayer de convaincre l'autre de la justesse de notre position, mais au contraire, cherche à interpeller les consciences pour laisser à chacun un espace pour évoluer personnellement. Je crois que c'est quelque chose de relativement rare dans notre société et qui est important, et je crois que ça interpelle pas mal de personnes. C'est beaucoup plus qu'une absence de violence. C'est vraiment une attitude délibérée, positive, qui demande un travail personnel. Donc c'est une transformation progressive de chacun de nous. Il nous est arrivé une fois une anecdote assez intéressante. On n'avait aucun signe qui disait le pourquoi de notre rassemblement. On s'est quand même mis en cercle. Et alors, étonnamment, nous avons vu quelques personnes qui se sont jointes à nous, sans savoir du tout quelle était la raison pour laquelle nous étions là, mais interpellés par le silence. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément interrogeant dans ce mode d'action. Pendant cette heure-là, on fait silence en soi. Ça me remettait en lien avec une dimension spirituelle et à une présence de Jésus à mes côtés. Et donc, de manière assez étonnante aussi, peut-être à une présence de Jésus aux côtés de ces sans-papiers et de ces visages de sans-papiers. Je pense que Jésus est en permanence aux côtés de tous les gens qui souffrent, qui fuient leur pays face à la souffrance, qui veulent donner à leurs enfants une vie meilleure. Ça donne aussi de l'énergie pour se dire, bon, on continue à se bagarrer pour les droits des étrangers, les droits des migrants, les droits des sans-papiers. Ah bon, on est parfois pris à partie avec des arguments. En général, ça se ressemble. Hein. Vous ne trouvez pas qu'il y a assez de problèmes ici Ah bon, vous en voulez encore plus des problèmes? Mais ça vous suffit donc pas? Alors quand c'est encore sur ce ton-là, ça va, mais parfois c'est des insultes, parfois c'est... Ouais. C'est rare, c'est rare. Puis en général, on arrive à faire retomber la mayonnaise, quoi. Bon, dans ces cas-là, il faut faire parler les gens, quoi, de leurs problèmes. Et puis selon le temps dont ils disposent, on arrive parfois à ce qu'ils se rendent compte que, oui, ça n'a rien à voir avec le problème des étrangers, quoi. Et que le problème est ailleurs. Les causes profondes du problème, ces membres du Comité catholique contre la faim et pour le développement les connaissent bien. Leur association dénonce les inégalités nord-sud et tente d'y remédier depuis plus de 50 ans. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont décidé d'implanter un cercle de silence au cœur de la Défense il y a 3 ans. Quand on arrive ici, donc c'est un autre monde, c'est un monde très minéral, la dalle, le verre, assez inhumain. Et ensuite, quand on arrive sur la dalle, beaucoup de monde, le business, le commerce, temple de la consommation. Aujourd'hui, comme tous les 3e jeudis du mois, il retrouve Romain Trépose, membre du réseau Éducation sans frontières. Avec l'église Notre-Dame de Pentecôte, ce sont les piliers du mouvement. Voilà, en tout cas, il n'y a pas le marché de Noël, ça c'est bon. Oui, ça c'est très bien. Pour interpeller les consciences, ils ont décidé d'allumer la petite lumière des cercles dans ce lieu emblématique du monde des affaires. Nous vivons dans un monde où les inégalités se font de plus en plus importantes. Et c'est un monde où il y a la libre circulation du fric, il y a la libre circulation des objets de consommation qui nous inondent. Mais par contre, on n'admet absolument pas la libre circulation des gens, contrairement à la Convention universelle des droits de l'homme de 1948. Je suis toujours effaré de voir que l'argent circule tout à fait librement, et je suis toujours effaré de voir qu'on met d'énormes barrières pour que les gens ne puissent pas circuler. On a l'impression d'être dans un monde de plus en plus barbare.
On accumule des richesses, on accumule des potentialités. Et on a l'impression d'être au Moyen-Âge par moment. Voilà. L'idée, c'est qu'il y a ici des milliers de gens qui sont des êtres humains qui voient la télé, qui sont scandalisés par le traitement fait aux personnes sans papier, aux réfugiés actuellement qui meurent en mer ou sur les postes frontières, et de leur offrir une possibilité d'intervenir. Le militant de RESF connaît bien le problème des sans-papiers. Comme beaucoup de participants au cercle, il est engagé sur le terrain. Dans les permanences, je rencontre des gens, ils racontent leurs histoires et tout. Je me dis quel gaspillage, quoi. Les gens qui doivent vivre cachés, les gens qui ont du mal à trouver du boulot simplement parce qu'ils n'ont pas les papiers, alors qu'ils en ont besoin, et puis qu'il y en a et puis qu'ils pourraient trouver. C'est vraiment, voilà, on fait aux gens des vies misérables, quoi. D'accord, ça va. Merci. Ça m'intrigue et puis ça m'intéresse effectivement de voir sur quoi ça porte, qu'est-ce qu'ils ont à dire, même si c'est un cercle de silence. Mais voilà, je pense que c'est d'autant plus fort qu'il y ait ce silence-là. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que c'est une forme de recueillement, de méditation peut-être sur l'état justement des personnes que l'on appelle migrants. Et que tout le monde devrait avoir cet état de méditation et de recul. On s'arrête un instant pour réfléchir sur ce qu'on fait, sur ce qui arrive, sur ce qui existe et réagir. J'ai assisté une fois dans le cercle de silence. J'aimerais bien qu'il y aura les gens qui se réveillent parce que la terre appartient à tout le monde, on s'en sort tous, on crève tous. J'ai 3 dossiers refusés à cause d'une petite bébête. Vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas de famille. J'ai pas de visa parce que j'ai demandé visa refusé. Et je suis venu ici en 2000. Pas de famille parce que ma famille, c'est vrai, ma famille ils sont là. Moi, j'ai choisi de vivre en France. J'ai choisi de vivre et ça fait 15 ans que je suis là. Je me bats à chercher du travail. Les immigrants qui viennent ici, ils n'ont pas le choix. Bouleversés par le sort fait aux sans-papiers, des hommes et des femmes se sont mobilisés un peu partout en France, mais aussi en Espagne, en Suisse ou en Pologne. Aujourd'hui, plus de 200 cercles de silence se réunissent une fois par mois pendant 1 heure. Simples citoyens, chrétiens engagés ou agnostiques, laïcs ou religieux, tous unis pour demander plus d'humanité. Bien, pour le moment, je dirais, hélas, il faut qu'il continue. Voilà. Le jour où les cercles de silence diront, bon, écoutez, on n'a plus d'objets. Maintenant, la manière de traiter les personnes étrangères qui sont chez nous deviennent convenables. Bien sûr que c'est difficile, c'est pas évident, il y a des problèmes sociaux, économiques qui se posent, mais enfin, quand on sentira que vraiment la prise en compte de l'être humain est convenable et respectée, à ce moment-là, on ferme. Il y aura d'autres chantiers à ouvrir ailleurs, c'est sûr. Mais voilà, moi je souhaite que pour le moment, le cercle de silence dure parce qu'il a des raisons de durer.
On peut se demander quelle est l'efficacité de ce mode-là, mais je pense qu'il ne s'agit pas de remplacer une violence par une autre. Il s'agit de changer les mentalités pour que la violence disparaisse. Alors ça, c'est de longue haleine. Ça ne peut pas être immédiatement efficace. Ça serait illusoire que ça soit immédiatement efficace. Mais en mettant l'accent sur ce qui est l'essence de ce qui fait le cœur de chaque être humain, je crois que nous contribuons à petit faire en sorte que les choses changent. Même si, en apparence, les choses n'ont que très peu bougé. Mais bon, tant que la pomme est sur l'arbre, apparemment rien ne bouge. Et puis un jour, elle tombe. Parce que ça a mûri.